Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire Nature Adapt. Il fait partie d'un cycle de webinaires qui est réalisé dans le cadre du projet LIFE Nature Adapt. Ils ont lieu tous les premiers jeudis du mois à 11 h à ce même lien Zoom, avec une exception pour ce vendredi, donc merci d'être là. Un rapide rappel du projet LIFE Nature Adapt. Il vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces naturels et à développer une communauté d'experts et de praticiens autour de ce thème. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations du projet sur la plateforme, donc son avancée, les réalisations, donc différentes ressources et bien sûr les enregistrements des webinaires, donc les précédents et celui-ci. Donc le lien va être mis, mis dans le chat. Et aujourd'hui, on vous propose un webinaire sur une mesure d'adaptation en particulier, donc sur les corridors écologiques à l'échelle locale, qui va vous être présenté par Romain Sordello du MNHN. Et au cours de ce webinaire, donc, il y aura 2 moments clés pour discuter et échanger tous ensemble sur cette thématique, mais surtout n'hésitez pas à indiquer, à mettre vos questions dans le chat également. Donc je vais maintenant laisser la parole à Romain et je vais te laisser partager ton écran pour ta présentation. Par contre, Romain, je crois que tu as ton micro qui est coupé. Ouais, j'étais en train de me rendre compte. Vous voyez bien mon écran? Ouais. Du coup, je ne sais pas si toi, tu peux mettre en plein écran, en mode présentation, par contre. Je suis en train de... Ouais, parfait. Voilà. Ok, chez moi ça rame un peu, mais je ne sais pas si c'est que moi ou c'est bon pour vous? Vous entendez de manière... Ouais, c'est bon là. Ok, donc je vais vous faire une présentation sur l'une des 3 revues qu'on a menées dans le cadre de Nature Adapt au sein de l'UMS Patrinat. Et donc cette revue-là porte sur les corridors. Vous avez déjà eu un webinaire précédemment par Joseph, donc, qui était le chargé de mission chez nous, Nature Adapt, sur l'ensemble des mesures d'adaptation. Donc là, on commence une séquence avec une présentation, un webinaire qui est consacré à chacune des 3 revues. Donc là, c'est le premier des 3 sur les corridors. Alors, un peu d'introduction et de contexte pour se rappeler de quoi on parle. Donc, les corridors s'inscrivent dans ce qu'on appelle les réseaux écologiques. Donc, c'est un ensemble de corridors qui relient des noyaux ou des réservoirs de biodiversité. Il y a plusieurs termes. Donc, ce sont des milieux naturels qui sont connectés les uns aux autres. Et donc, les corridors, ce sont les éléments qui servent effectivement explicitement au lien, en fait, pour le déplacement de la faune et de la flore entre les noyaux de biodiversité. Donc, on établit ça pour différents types de milieux qu'on appelle des sous-trames. Et à l'échelle mondiale, les réseaux écologiques ont eu un très fort essor ces dernières années et décennies, et notamment en France, donc avec la trame verte et bleue. À l'échelle internationale, on parle de green infrastructure. Donc, dans les politiques publiques, ça s'est très fortement développé comme l'une des manières de répondre au problème de la fragmentation des habitats qui est causée par nos infrastructures de transport, nos villes, etc. Donc, c'est de ça dont on va parler, en particulier donc, du corridor, donc cet élément qui relie des noyaux. Alors ensuite, on se place effectivement dans un contexte de changement climatique. Et parmi les réponses de la biodiversité à ce changement climatique, il y a ce qu'on appelle l'ajustement spatial, c'est-à-dire que les espèces vont modifier leur aire de répartition pour suivre en quelque sorte le climat qui leur est favorable. Chez nous, ça se passe selon 3 axes. Donc, on a un axe sud-nord, on va dire. Les espèces qui sont plutôt d'affinité chaude vont étendre leur aire de répartition vers le nord, alors que celles qui aiment les climats froids vont régresser, elles, vers le nord. On a également un axe altitudinal, donc les espèces vont monter vers les sommets des montagnes, ou également un axe littoral intérieur des terres, avec la montée des eaux, l'érosion du trait de côte. Donc tout ça, c'est de l'ajustement spatial. Il y a d'autres réponses possibles de la biodiversité au changement climatique, par exemple d'adapter sa phénologie, le calendrier, les étapes du cycle de vie au cours de l'année. Et donc il y a aussi un axe spatial qui est d'adapter son aire de répartition.
Donc effectivement, dans ce processus, les corridors sont logiquement des facilitateurs, puisque s'il y a des corridors, s'il y a des réseaux écologiques, ça veut dire que le paysage est perméable et que donc les espèces peuvent se déplacer et du coup aussi en réponse au changement climatique. Alors, c'est même l'une des mesures qui est les plus préconisées dans la littérature. Donc, justement, là, je vous renvoie au webinaire précédent qui a été présenté par Joseph il y a quelques semaines, qui présentait donc toutes les mesures d'adaptation qu'on peut retrouver dans la littérature. Et effectivement, l'établissement de corridors, de réseaux écologiques, ça figure parmi les premières mesures qui sont les plus citées pour aider la biodiversité à s'adapter. Voilà, en fait, c'est notamment issu de 2 grandes publications qui ont fait la synthèse de toutes les mesures qu'on trouve dans la littérature. Une publication qui date de 2009 et une qui est plus récente, qui date de 2019. Donc, je ne les redétaille pas. Vous avez accès à ces 2 publications et puis au webinaire précédent. Donc, le constat, c'est que les corridors, c'est effectivement l'une des mesures les plus préconisées. Alors, dans le même temps, c'est assez curieux, mais visiblement, il y a un manque de retour d'expérience concret sur l'efficacité des corridors. En tout cas, c'est ce qui est ressorti des discussions. Donc, quand on a commencé à brainstormer avec RNF, les gestionnaires, etc., pour choisir des sujets à traiter dans le cadre des revues Nature Adapt. Donc, les corridors sont ressortis, à la fois parce qu'effectivement, c'était une mesure qui était très mise en avant, donc les gens voulaient en savoir plus, et puis aussi parce qu'ils se sentaient un peu insuffisamment outillés, en fait, pour construire leur argumentaire, et puis surtout d'avoir des retours d'expérience concrets, parce que sur ce sujet-là, on a souvent plutôt des publications de discussions, de modélisation, de théorie, voilà. Et donc, on a décidé de choisir ce sujet, effectivement, dans le cadre de Nature Adapt, parmi les 3 revues. Donc, vous avez les 3 revues qu'on a traitées à droite, là, avec un gradient d'intervention, on va dire. Et donc, les corridors, on se situe au milieu, en fait, dans le gradient d'interventionnisme, puisqu'on a aussi traité la naturalité, c'est-à-dire le fait de laisser faire, en fait, les écosystèmes, de ne pas gérer. Et puis, à l'opposé, la translocation, donc le fait de déplacer manuellement les espèces, justement, pour permettre cette adaptation des aires de répartition dans l'optique où les espèces n'arriveraient pas à le faire elles-mêmes. Et donc là, on se situe au milieu avec cette question de corridor où on va donner la possibilité en fait aux espèces de s'adapter elles-mêmes. On les aide sans les manipuler clairement. On laisse un paysage perméable et donc après, les espèces vont se débrouiller d'elles-mêmes en se déplaçant. C'est un peu ça l'idée. Donc, on a décidé donc de lancer une revue systématique sur les corridors et donc, si possible, dans le cadre du changement climatique. Alors, quelle méthode on a utilisée? Donc, en fait, on s'est inspiré de la méthode, donc, comme je disais, des revues systématiques, qui est une méthode qui est proposée à l'échelle internationale pour faire des synthèses bibliographiques. Et donc, globalement, transférer des connaissances qui ont été produites par les chercheurs vers la sphère opérationnelle qui est censée prendre des décisions. Donc là, en particulier, on s'adresse aux gestionnaires d'espaces naturels, les réserves en particulier, mais la revue systématique peut répondre à tout type de questions opérationnelles. Et donc, elle est proposée par une association internationale qu'on appelle la CEE, Collaboration for Environmental Evidence. Alors nous, ici, pour les corridors, on n'a pas fait une revue systématique officielle, parce que si c'est le cas, il faut publier un protocole en amont dans un journal spécialisé. Donc, on n'a pas fait ça pour les corridors, on l'a fait pour la translocation. Pour les corridors, pour simplifier un peu la démarche, on s'est inspiré de la méthode, mais on a fait un article qu'on est en train de publier dans un autre journal, qui n'est pas le journal officiel des revues systématiques. Alors, notre sujet précis, pour le détailler, donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver cette fois-ci des études de terrain. Donc là, on ne voulait pas justement prendre d'études théoriques, de discussion, de modélisation, etc. C'est vraiment des études de terrain qui mesurent l'efficacité des corridors, évidemment, donc ça c'est notre sujet. Et on a restreint donc à l'échelle paysagère locale. Donc on va voir après dans les exemples un peu qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, c'est vraiment tout ce qui est local, donc notamment les réseaux de haies, la place des bosquets dans le paysage, etc. Mais donc vraiment on se situe à l'échelle de quelques parcelles, de zones d'études comme ça. On a restreint aussi pour les vertébrés terrestres. Et puis, on cherche des retours d'expérience uniquement dans des pays européens, parce qu'on s'inscrit dans le cadre du LIFE, et que c'était aussi une manière de réduire le volume d'articles, parce que quand on fait des revues systématiques, on a souvent plusieurs dizaines de milliers d'articles à trier. Donc là, vous allez voir, on est parti de 20 000 articles, tout en réduisant donc, le sujet comme ceci. Donc voilà notre sujet.
Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par corridor? Donc, il faut préciser évidemment un peu plus qu'est-ce qu'on a recherché comme structure dans le paysage. En fait, on s'est rendu compte, donc, tout en faisant la revue, hein, qu'on pouvait établir une petite typologie de 4 approches pour dire ce que c'est qu'un corridor. Donc, ABCD. Alors, le A, c'est ce qu'on appelait l'isolation des patchs. Donc, est-ce que le fait d'avoir des patchs qui sont plus ou moins loin d'autres patchs va jouer un rôle ou pas, hein, puisque évidemment, plus les patchs sont près, plus on peut considérer que c'est un corridor qui est quelque part formé de patchs, dans l'ensemble de patchs en fait, hein, qui en chapelet peuvent faire corridor pour certaines espèces. Le B, c'est que là, on a vraiment un corridor physique, hein, une contiguïté d'habitat entre deux patchs qui sont reliés. Donc, par exemple, le cas d'école, c'est des haies qui relient des bosquets, hein. Le C, c'est l'hétérogénéité de l'occupation du sol, puisqu'on sait aussi que ça peut jouer, hein, le fait que les habitats soient agencés en mosaïque avec justement tout un ensemble de bosquets, de mares, de fossés, d'arbres isolés, de prairies, etc. Par exemple, pour prendre tout ce qui est contexte agricole, bah, ça peut jouer et ça peut permettre une certaine perméabilité du paysage pour certaines espèces. Et puis le D, c'est qu'on n'a vraiment que des structures type corridor dans un paysage. Est-ce que déjà rien que ça, même sans parler de noyaux, ça a un effet ou pas? Et puis pour mesurer ce qu'on appelle l'efficacité, donc là, c'est pas forcément hyper satisfaisant, mais on est passé par ce qu'on appelle la richesse spécifique, donc le nombre d'espèces en fait. Alors, on est conscient que ça ne dit pas vraiment des choses sur le mouvement, alors que normalement, un corridor, c'est fait pour justement permettre aux espèces de se déplacer. Mais en fait, si on avait choisi des études qui mesurent vraiment le déplacement des espèces, donc par exemple avec des photopiégeages, de la télémétrie ou autre, on aurait encore moins d'études. Donc on a choisi comme outcomes, ce qu'on appelle outcomes, donc la mesure d'efficacité, la richesse spécifique. Ce qui est souvent le cas en écologie, hein, c'est une mesure indirecte en fait du déplacement. Plus il y a d'espèces, plus on peut considérer aussi que du coup elles se déplacent. Voilà, alors le protocole qu'on a mis en place plus précisément, donc on a construit une équation de recherche, c'est-à-dire une liste de mots-clés qui vont nous permettre de récupérer les articles. On a essayé de vérifier l'efficacité de cette équation de recherche par ce qu'on appelle une liste de contrôle, c'est-à-dire un ensemble d'articles qu'on a constitués en amont, et on a essayé de voir si on les avait bien a posteriori par notre recherche. Donc c'est une sorte de thermomètre pour être sûr qu'on ne loupe pas les articles qui sont vraiment évidents. On a utilisé 3 sources de littérature, dont 2 bases de littérature académique, donc Web of Science Core Collection et Scopus, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est des très grosses bases de données sur lesquelles il y a des millions d'articles scientifiques qui sont référencés. Et puis Google Scholar, qui lui est un moteur de recherche, donc c'est la partie académique, on va dire, de Google, donc qui référence elle aussi des publications. Ensuite, on a procédé à des phases de tri. Donc ça, c'est vraiment le processus de revue systématique où, avec l'équation de recherche, on a un corpus qui est vraiment brut. Il y a des articles qui nous intéressent et d'autres non. Et donc, on va trier pour éliminer petit à petit ce qui ne nous intéresse pas, à la fois d'abord sur les titres, ensuite sur les résumés et ensuite sur les textes entiers. Donc là, c'est-à-dire qu'on lit clairement l'article entier, quoi. Donc, on a procédé à 3 trieurs, puisque donc il y avait Joseph qui était le chargé de mission à plein temps sur NatureAdapt, moi-même qui est trié aussi, et puis on avait recruté un vacataire, Hugo, qui nous a aidé notamment sur les corridors et sur la translocation, et qui a participé au tri sur texte entier des corridors. Et donc à chaque fois, on fait ce qu'on appelle un test CAPA, c'est un test de concordance pour être sûr que tout le monde trie bien de la même façon, qu'il n'y a pas des interprétations différentes des critères de tri. Ensuite, une fois qu'on a vraiment les articles qui nous intéressent, on extrait leurs métadonnées, c'est-à-dire justement sur quelle espèce ça porte, à quel type de corridor ça fait référence par rapport à la petite typologie que j'ai exposée précédemment, dans quel pays l'étude est faite, en quelle année, etc. Enfin, voilà, les descripteurs en fait, de l'étude. On a aussi fait une analyse critique, c'est-à-dire qu'on a essayé d'évaluer le niveau de biais des publications. Donc là, on se base souvent sur des critères un peu universels quand on fait des expériences en écologie. Est-ce qu'on a bien des sites témoins? Est-ce qu'on a répliqué l'expérience? Est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui peuvent biaiser en fait le résultat? Et puis on a extrait donc pour chacune des études eh bien, le résultat obtenu par les auteurs, c'est-à-dire est-ce que ce fameux corridor il est efficace ou pas efficace, ou est-ce qu'il n'a pas du tout d'influence. Voilà, alors quel résultat on a obtenu? Donc je vais d'abord en fait vous présenter globalement le résultat. Donc, et puis après, on va faire une petite pause et ensuite on passera plutôt à la présentation d'illustrations de cas d'études. C'est comme ça qu'on a pensé le webinaire. Donc le résultat au sens processus de tri, c'est ce qu'on appelle le flow diagramme.
Donc, vous voyez, on est parti d'à peu près 20 000 publications. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout en haut. Donc, si on associe les 3 sources de littérature, on a à peu près 20 000 publications. Quand on enlève les doublons, on revient à 15 000. Donc, on a trié à partir de 15 000 articles à peu près. Donc, on a éliminé des articles sur leur titre, ensuite sur leur résumé. Il y a quelques articles dont on n'a pas pu trouver le PDF. Et puis ensuite, on a éliminé aussi des articles sur leur texte entier. Donc là, à l'étape du tri sur texte entier, on a éliminé, vous voyez, 267 articles pour des raisons d'échelle, parce que c'est là qu'on a fait le choix de se centrer sur l'échelle locale. Donc c'était en lien avec RLF, on a pris cette décision pour mettre de côté pour l'instant tous les articles qui sont à l'échelle plus large, donc vraiment d'un paysage macro, parfois même d'une région, etc. Donc ça, on s'est dit que c'était un peu différent. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment les structures à l'échelle paysagère fine, les haies, les fossés, etc. Donc, on s'est concentré sur cette échelle paysage fine, et donc c'est pour ça que là, on a un lot d'articles qui est exclu, non pas parce qu'il n'est pas forcément pertinent, mais c'est juste que pour l'instant, c'est fait comme ça. Et donc, au final, vous voyez, hein, les volumes sont vraiment faibles. Donc, on a 24 articles qui ont été gardés après le tri sur texte entier. Et puis, on a fait une analyse critique qui nous a évacué encore 9 articles qui étaient pour nous trop biaisés, pas suffisamment robustes pour qu'on les garde. Et donc, au final, on arrive à 15 articles. Oui, donc c'est l'inverse, c'est 16 études à partir de 15 articles. Donc on a 15 articles et donc il y a un article qui présente 2 études. Alors ce qu'on appelle une étude, c'est une expérience en gros. Hein. Et donc on a 16 études en tout sur 15 articles, donc c'est vraiment faible. Donc c'est un peu ça, notre constat, c'est très frustrant, mais notre premier résultat, c'est malheureusement un manque de connaissances. Comme on s'en doutait, c'est pour ça qu'on a fait la revue, mais ça ne fait que le confirmer. Et là, pour le coup, c'est plus simplement une impression, on peut vraiment s'accorder sur le fait qu'on peut avoir confiance en ce résultat parce qu'on a justement suivi la méthode des revues systématiques, donc on a brassé vraiment large avec 3 sources de littérature, des tris qui sont très objectivés, donc du coup, il n'y a pas possibilité de se dire oui, mais peut-être qu'on n'a pas gardé les mêmes, peut-être qu'on n'a pas été exhaustif, etc. Donc, on peut avoir relativement confiance dans ce résultat du fait qu'il y a finalement très peu de retours d'expérience. Et vous voyez, le problème se situe vraiment en termes de production de la recherche sur le rôle des corridors, parce que finalement, il n'y a que, entre guillemets, 9 articles qui ont été exclus parce qu'ils étaient trop biaisés. Mais avant l'analyse critique, on n'était déjà qu'à 24 articles qui montrent, en fait, qui étudient l'efficacité des corridors en Europe sur les vertébrés terrestres à l'échelle locale. Donc ça restait déjà très peu, même avant de parler de qualité des papiers. Alors, comme ça nous a un peu interpellés, j'ai fait plusieurs vérifications. Alors déjà, j'ai vérifié sur moi, avec toutes les publications que j'avais accumulées depuis le temps qu'on travaille sur la trame verte et bleue à l'UMS Patrinat. Et effectivement, les publications que j'ai, qui pourraient être pertinentes, soit elles portent sur de la flore, soit sur des insectes, soit elles sont faites ailleurs qu'en Europe. Donc, en fait, il en manque pas. On n'est pas passé à côté de publications qui pourraient rentrer dans cette revue. On a également fait une vérification par rapport à une autre revue qui avait été publiée sur l'efficacité des corridors, qui est assez importante, donc je vais vous la présenter clairement juste après, Gilbert Norton et al. 2010. Et puis, on a aussi en tête le projet Connexité qu'on mène depuis plusieurs années sur les infrastructures linéaires de transport, où les gestionnaires de ces infrastructures nous demandent est-ce que nos dépendances vertes, donc les bords de route par exemple, peuvent servir d'habitat ou de corridor pour la biodiversité. Et là, on a un bon recul sur ce sujet. Et effectivement, le rôle des corridors n'est quasiment pas étudié. Donc, c'est aussi notre manière de confirmer notre résultat que sur les vertébrés, il y a très très peu d'études en Europe, en plus, qui étudient cette efficacité. Alors, il faut avoir en tête qu'on a beaucoup restreint le sujet quand même, donc déjà géographiquement, uniquement l'Europe, en termes de taxons, uniquement les vertébrés terrestres, et puis on a utilisé aussi uniquement comme mesure d'efficacité la richesse spécifique. Donc, voilà, ça explique aussi en partie le résultat, mais bon, c'est pas inintéressant de savoir que du coup, sur ce croisement des différents critères, vertébrés terrestres, Europe, richesse spécifique, on a 15 articles, pas plus. Alors sur Gilbert Norton, c'est une revue qui a été publiée en 2010, une méta-analyse, donc vraiment sur notre sujet, hein, l'efficacité des corridors. Alors eux, ils ont pris justement comme mesure d'efficacité des mesures directes, donc là c'est vraiment du déplacement, de la télémétrie ou autre,
mais aussi, surtout même, des mesures indirectes comme nous. Donc, ils ont pris à la fois la richesse spécifique et l'abondance. Donc, c'est des mesures de biodiversité qui ne parlent pas directement de déplacement, mais qui, voilà, qui sont des mesures indirectes. Eux, ils avaient récolté 78 études à partir de 35 articles. Donc, c'est un peu plus que nous, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. On n'est pas sur 300 articles qui parlent de corridors. Et eux, c'était dans le monde entier, hein, je précise. Et donc, eux, ils trouvent comme résultat de leur méta-analyse qu'effectivement, le mouvement est amélioré d'à peu près 50% quand on a des patchs qui sont connectés par des corridors par rapport à des patchs qui ne sont pas connectés par des corridors, donc qui sont isolés les uns des autres. Alors, c'est un peu moins vrai pour les oiseaux, mais en tout cas, le résultat était surtout significatif pour les invertébrés, les plantes et les vertébrés hors oiseaux. Donc, eux, c'était sur toute la biodiversité dans le monde entier, hein, et donc ils ont au final 35 articles. Donc, nous, on a restreint à l'Europe les vertébrés terrestres, et que la richesse spécifique, on a 15 articles. Donc, bon, déjà, finalement, l'ordre de grandeur semble assez cohérent. Et donc, j'ai regardé, effectivement, parmi leurs 35 articles, est-ce qu'on en aurait éventuellement oublié, enfin, voilà, est-ce qu'on a les mêmes ou pas. Et en fait, leurs articles concernent vraiment soit des invertébrés, soit de la flore, soit ne sont pas faits en Europe. Donc, en fait, on a un seul article en commun, je crois. Donc, je vous ai mis l'exemple de 2 articles qui sont dans leur revue, que nous, on a exclus, et c'est logique. Donc, un article qui parle d'araignées ou un article qui parle de rongeurs, mais qui, en fait, est aux États-Unis. Donc, voilà, ça, c'est des critères d'exclusion pour nous dans notre revue, quoi. Donc, en fait, ça confirme aussi que nos 2 travaux se complètent complètement. On n'a pas du tout de chevauchement entre nos 2 revues. Voilà, alors juste globalement quand même, sur les 15 articles, vous en dire quelques mots. Où est-ce qu'on les trouve? Eh ben, majoritairement donc, au Royaume-Uni et en Allemagne. Alors, grosse déception, il n'y en a pas en France. Voilà, sinon, il y en a un petit peu en Suisse, en Espagne. En termes d'espèces, on a majoritairement des oiseaux. Donc ça, c'est assez étonnant parce que finalement, les oiseaux volent. Donc on peut se dire peut-être que ce n'est pas les espèces qui ont le plus besoin de corridors, mais pourtant, c'est celles qui sont le plus étudiées sur ce sujet-là. Ensuite, on a 3 articles sur les petits mammifères et puis seulement un article sur des chauves-souris et un article sur des amphibiens. En termes d'exposition, c'est-à-dire de type de corridor auquel ces articles font référence, on a surtout des articles qui parlent donc justement de la présence d'éléments linéaires dans le paysage. Donc, c'était le cas D que je présentais tout au début, ou patch isolation, c'est le cas A, donc le fait que les patchs soient plus ou moins distants d'autres patchs. Après, on a 3 articles qui parlent d'hétérogénéité des habitats et puis 3 articles qui parlent vraiment du fait d'avoir un corridor physique qui relie 2 patchs. Vous voyez, c'est vraiment à chaque fois des cas d'études très, très isolés les uns des autres, hein, parce que notamment sur la présence d'éléments linéaires, du coup, on a précisé aussi de quels éléments linéaires on parlait. Est-ce que c'est des haies? Est-ce que c'est des bords de champs ou autres? Donc, à chaque fois, finalement, c'est plutôt des illustrations. On a un cas pour chaque type d'élément linéaire, quoi. On peut vraiment très difficilement généraliser avec des résultats comme ça, c'est évident, hein. Donc, on a quand même mis dans un tableau de synthèse, justement, est-ce que l'effet est négatif, positif ou neutre, d'après les auteurs, pour chacune des études. Donc, bon, globalement, on trouve qu'il y a quand même un effet positif à chaque fois. Donc, dans Patch Isolation, par exemple, c'est évidemment, plus les patchs sont près les uns des autres, plus la richesse spécifique est importante. Pour la connectivité, donc la présence d'un élément connectant entre 2 patchs, c'est effectivement positif, c'est neutre dans un cas, par exemple. L'hétérogénéité des habitats est positive, ou alors neutre, ça peut aussi arriver. Et puis les éléments linéaires, on a un cas qui est négatif. Sinon, c'est quand même majoritairement neutre ou positif. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure il faut vraiment prendre, pour le coup, ces résultats-là de manière importante, parce que vraiment, il y a peu d'études, comme vous le voyez. Donc, surtout ne pas faire de vote counting, voilà, c'est vraiment indicatif. On a extrait factuellement les résultats des auteurs de chacune des études et on les a mis dans un tableau. Ça donne une première indication de ce qu'on peut trouver dans la littérature, mais à mon sens, c'est tellement peu étayé en nombre d'études qu'il ne faut pas forcément en faire, ça y est, des généralités, et toujours avoir en tête qu'on parle ici que des vertébrés terrestres en Europe et qu'on a mesuré la richesse spécifique. Donc, voilà. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour une première étape. Si vous avez des questions, voilà, on peut prendre 5 minutes, je pense, c'est ça, pour un premier échange avant que je vous Oui. parle. Oui, voilà, merci Romain pour cette de première partie. l'étude Effectivement, après à s'il vous y présenter. a
S'il y a quelques questions par rapport à cette première partie, n'hésitez pas, on va prendre 5-10 minutes. Moi, j'ai une question éventuellement, là. Vous m'entendez? Oui. Ouais, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Je trouve assez surprenant finalement que le paradigme, puisqu'on peut considérer que c'est un paradigme de la connexion, des corridors, domine actuellement nos pensées et nos stratégies d'ailleurs. Et finalement, de voir que quand on fait une analyse telle que la tienne, là, qui, pour prouver le réel fonctionnement de ce système, en fait, il y a très peu de preuves, quoi. Et il y a très peu d'études qui le prouvent, quoi. Donc, ça reste surprenant, quoi. Oui. Oui, nous, on a été aussi surpris que toi, et en fait, on s'est demandé aussi si c'était pas un peu dangereux, entre guillemets, de communiquer sur ces résultats, parce que, intuitivement, on est quand même tous convaincus que quand même, de laisser un paysage perméable, ça peut être que bien. Enfin, c'est un peu l'état initial de la biodiversité avant qu'on fragmente par nos activités, donc on voit pas en quoi ça pourrait être vraiment, une mauvaise solution. Donc, c'est un peu peut-être dangereux de communiquer sur le fait qu'on n'a pas de connaissances qui étayent, etc. Après, à mon sens, il y a toujours eu un débat sur les corridors. Est-ce qu'on les voit vraiment comme des conduits de déplacement ou comme tout simplement un ensemble de milieux naturels? Et donc, avec la question de la surface d'habitat avant même de la question de la connexion. Et je pense que c'est surtout sur ça aussi qu'il faut mettre le paquet en se disant, en fait, les corridors, c'est avant tout des milieux. Donc, un réseau écologique, c'est tout simplement déjà préserver des milieux naturels qui ne soient pas artificialisés. Et après, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils soient connectés, mais ça ne doit pas forcément remettre en cause le fait qu'il faut préserver des milieux naturels sous forme de réseau écologique, à mon sens. Parce que là, on essayait vraiment de voir si ça avait une plus-value en termes de déplacement, etc., ce qui est très difficile. Vous voyez, on n'a pas pu vraiment mesurer le déplacement. On est obligé de passer à nouveau par une richesse spécifique. Donc, on revient finalement plutôt sur une notion d'habitat que de corridor. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment d'études qui ont mesuré l'effet de déplacement, mais ce n'est pas pour autant que c'est mal de préserver des habitats. Ça peut être que bien, en fait, quelque part. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'interrogation. Si, c'est bien, c'est bien. Enfin, c'était pas forcément une réponse que j'attendais de ta part, mais c'était un état de tes réflexions. C'est interpellé Oui. que vous, effectivement, parce que même d'un point de vue politique, en France ou ça, la trame verte et bleue, on travaille depuis 10 ans là-dessus. Tout le monde est convaincu que c'est bien. Et en fait, effectivement, si on fait une revue systématique vraiment sur l'effet des corridors en Europe, donc y compris en France, en fait, on ne trouve rien sur les vertébrés terrestres en tout cas. Donc, c'est quand même interpellant. Il y a Olivier, si tu veux te présenter rapidement et poser ta question. Et puis, il y aura une question aussi d'Iris dans le chat après. Donc, Olivier de Sadler, je travaille pour la fédération Europarc, qui est une fédération d'aires protégées à l'échelle européenne. Et ma question est, est-ce que, alors j'ai bien compris que vous avez réduit le sujet pour pouvoir avoir un objet précis, mais est-ce que vous avez rencontré des études qui toucheraient à la protection ou la conservation de processus ou de fonctions écologiques? Parce que quand on parle de changement climatique, finalement, c'est souvent là-dessus qu'on arrive. C'est tiens, est-ce qu'on ne doit pas protéger le cycle de l'eau, ou est-ce qu'on ne doit pas protéger le cycle du carbone, ou la migration, ou la reproduction? Donc des objets qui sont beaucoup plus abstraits, mais qui ont plus de sens dans la question, ou en tout cas qui sous-tendent la présence d'espèces, quoi. Oui, alors c'était pas du tout notre approche. Donc, en fait, on a peut-être eu des articles sur ça, mais on les a évacués parce que tout simplement, c'était pas nos critères. Mais de toute façon, notre équation de recherche, donc les mots-clés qu'on a utilisés pour trouver les articles, c'était pas des articles qui étaient susceptibles de sortir avec les mots-clés qu'on utilisait, parce qu'on recherchait vraiment l'efficacité d'un corridor au sens où je l'ai exposé là. Mais je pense que c'est effectivement, c'est aussi notre réponse peut-être, c'est que en fait, essayer de vraiment prouver que le corridor, c'est un élément qui va permettre le déplacement, etc., c'est peut-être une question qui est vaine. Et puis, en fait, il vaut peut-être mieux passer, comme tu dis, par des processus de fonctionnement. C'est peut-être une autre approche aussi des réseaux écologiques sur lequel il y aurait plus de littérature.
Après, effectivement, sur le fait qu'on ait restreint le sujet, ben, bon, quelque part, on peut presque dire qu'on s'est un peu pris à notre propre piège parce qu'on l'a restreint pour avoir moins d'articles, pour que ce soit faisable dans le temps imparti. Et au final, ben, du coup, on se retrouve avec effectivement beaucoup moins d'articles. Mais bon, on est quand même parti de 20 000 articles au départ, ce qui est quand même conséquent, et on arrive à 15 à la fin. Donc, le gap est quand même énorme, même si on a réduit. Je pose la question parce qu'en fait, j'en ai jamais vu des articles Ah, d'accord. comme ça. OK. Donc, Je pense que ça doit exister. ok, Du, merci. du coup, je me permets, il y a Iris qui demandait un peu une question un peu similaire, si vous auriez eu plus de matière concernant la flore ou les insectes. Si tu as une idée là-dessus Ouais, bah c'est possible, hein. C'est possible, effectivement. Alors, est-ce que si je remets les volumes là, je ne sais pas si on l'a précisé là sur le diagramme, mais donc on peut, ouais, non, on ne l'a pas précisé pour le résumé et le titre, mais pour le texte entier, il y a, vous voyez, il y a 305 articles qui ont été évacués parce que soit ils n'avaient pas la bonne population, donc là ça sous-entend que ça traitait de flore, d'invertébrés ou de poissons, soit ils n'avaient pas la bonne exposition, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas vraiment de corridor, soit ils n'avaient pas le bon outcomes, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas de richesse spécifique. Donc là, à ce stade-là, sur la diapo, je ne peux pas vous en dire plus, mais en gros, il y a eu 305 articles au niveau du tri sur texte entier qui ont été évacués parce que ça ne répondait pas à notre sujet, à notre périmètre, donc potentiellement en termes d'espèces. Mais ça, on pourra vous préciser hein, si c'est nécessaire dans le compte-rendu aux différentes étapes, les articles qu'on a exclus parce qu'ils n'avaient pas la bonne population. En tout cas, sur Gilbert Norton, donc l'autre revue, effectivement, c'est une des raisons qui explique qu'il n'y a aucun article en commun avec nous. C'est que soit ils ont été faits aux États-Unis, soit ils traitent de flore et d'invertébrés, et il y en avait quand même pas mal. Ok, merci Romain. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie Ouais. sur les exemples concrets. Je pense qu'il y aura encore des questions Oui, de toute façon. Donc là, l'idée, c'était de vous présenter des articles parmi les 15, là, pour vous donner un peu d'éléments, justement, en gros, de quoi on parle précisément. Donc, je commence par un premier article, Artel et al. 2010. Donc, il a été fait en Roumanie. Il parle d'amphibiens et on a à peu près on a 10 espèces, du coup, sur des mares permanentes dans un système agricole. Donc, les mares ont été suivies pendant 8 ans, 3-4 fois par an, enfin, oui, par saison. Et donc, eux, ils se sont intéressés à la fois à donc, ce qu'on appelle patch isolation, là, le cas A, à la connectivité, donc la présence vraiment d'un corridor physique qui relie plusieurs pages, donc en l'occurrence des mares et les forêts adjacentes, et puis l'hétérogénéité des habitats autour des mares. Donc, eux, ils trouvent un effet positif un effet positif du rapprochement, on va dire. C'est-à-dire qu'au contraire, moins le patch ici est isolé, plus il y a d'amphibiens dans les points d'eau, hein. Donc, plus le patch est près, donc plus la mare, en tout cas en l'occurrence, est près de forêt, plus il y a d'amphibiens dans la mare. En termes de connectivité, donc, lorsque les mares sont reliées aux forêts adjacentes par des corridors, donc c'est souvent des haies par exemple, on a une meilleure richesse spécifique aussi des amphibiens dans la mare. Par contre, en termes d'hétérogénéité du paysage, là on est justement sur un cas neutre, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un peu d'urbanisation, l'agriculture, des prairies ou autres autour de la mare, alors j'ai plus en tête la zone tampon, hein, mais bon voilà, en gros l'hétérogénéité des habitats autour a peu d'importance. C'est pas que c'est mauvais, mais ça c'est pas vraiment un facteur qui explique la richesse spécifique des amphibiens dans la mare. Ensuite, ah oui, donc ça c'était la carte voilà, de cette étude-là. Donc les points noirs, les losanges noirs, là c'est les mares qui ont été étudiées dans une matrice agricole où on a à la fois de l'agriculture, de la forêt, etc., etc. Donc ça c'était en Roumanie. Ensuite, on a un autre article qui a été mené, il est très similaire, il a été mené en 2019 donc, au Royaume-Uni sur des oiseaux cette fois-ci. Donc c'est vraiment le même genre de cas, hein, c'est des mares aussi dans un contexte agricole. Donc là, j'ai mis les deux pour vous comparer un peu. On trouve exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire que le fait que les mares sont proches des forêts autour, enfin, plus elles sont proches, mieux c'est, plus on a de richesses spécifiques en oiseaux. Et de même, quand les mares sont connectées au bois autour par des haies, on a une richesse spécifique en oiseaux qui augmente sur la mare. Et l'hétérogénéité des habitats, même résultat, étonnamment, hein, c'est vrai, ça n'a pas l'air de jouer. C'est-à-dire que l'occupation du sol terrestre autour de la mare n'a pas vraiment d'influence sur la richesse spécifique qu'on trouve au niveau de la mare.
Ça, c'était pareil, la carte de cette étude-là. Donc, on a les mares. Alors, ils ont aussi regardé d'autres choses, mais là, ce n'était pas lié au rôle de corridor, donc je ne vous en parle pas. Hein, mais ils ont regardé justement est-ce que la mare est gérée ou pas. Ça fait presque écho à la 3e revue sur la naturalité. Donc, ça, c'est les mares, c'est les points noirs, pleins ou pas quand ils sont gérés ou pas. Et puis, donc, dans la matrice agricole, où on retrouve à la fois des bosquets, des haies, des ruisseaux, etc. Et donc, voilà, plus la mare est proche d'une forêt, mieux c'est. Lorsqu'elle est connectée à la forêt, c'est mieux. Et par contre, la mosaïque d'habitat autour a peu d'influence. On a un autre article à nouveau sur les oiseaux, mais complètement dans un autre contexte. Là, on est un peu en contexte urbain, donc comme ça changeait, je me suis dit que c'était intéressant aussi de vous en parler. Donc ça a été mené en Espagne. Là, ils ont regardé vraiment ce qu'on a appelé la connectedness, c'est-à-dire la présence de corridors physiques, qui en l'occurrence sont des rues en fait avec des alignements d'arbres, qui sont des corridors aussi en milieu urbain, et qui relient donc des parcs urbains, donc, qui sont plutôt des milieux boisés au sein de la ville. Et donc là, ils ont constaté aussi qu'il y avait un effet positif de cette connectedness, c'est-à-dire que quand les parcs sont reliés par des rues avec des alignements d'arbres, eh bien, on a une meilleure richesse spécifique en oiseaux. Donc là, c'est un effet positif de la connectivité en milieu urbain. Ensuite, une autre étude, cette fois-ci sur des petits mammifères au Portugal. Donc là, eux, ils ont regardé la présence justement d'éléments linéaires dans le paysage. Donc c'est ce qu'on appelait le KD, vous savez, on a juste des éléments linéaires dans le paysage. En l'occurrence, là, c'est des ripisylves, donc de la végétation au bord des cours d'eau, sur les petits mammifères, donc en faisant des transects. Et effectivement, là, ils voient aussi un effet positif, c'est-à-dire que quand on a des ripisylves dans le paysage, ben, on a davantage de richesse spécifique en mammifères, aussi donc en petits mammifères et aussi en carnivores, que dans un paysage où on n'a pas de ripisylve, donc d'éléments linéaires dans le paysage. Ça, c'était mené au Portugal. Et après, on a la dernière étude que je vous présente, là, elle est vraiment étonnante, justement, pour le coup, en termes de résultats. Donc, c'est aussi pour ça que je vous l'ai mis. C'est la seule étude qu'on a sur les chauves-souris, qui sont intéressés à 8 espèces. Elle a été menée en Irlande. Alors, je vous montre directement la carte donc, de cette étude. En fait, ils se sont intéressés à un très, très grand greenway, donc une sorte de grand corridor qu'ils veulent faire. Et donc, à l'échelle locale, ils regardent si le long de ce corridor, il y a une différence quand il y a des haies ou pas des haies, quand il y a une liaison avec les bois adjacents, etc. etc. Donc, par rapport à la richesse spécifique en chauve-souris. Donc là, le résultat, il est un peu bizarre, enfin, un peu contre-intuitif pour le coup, parce que finalement, la présence de haies, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien pour toutes les espèces de chauves-souris. Donc là, on est sur le KD toujours, hein, donc la présence d'éléments linéaires dans le paysage. Là, en l'occurrence, c'est des haies. C'est plutôt positif pour certaines espèces, donc le murin de Daubenton, par exemple, ou la pipistrelle de Nathusius. Par contre, pour d'autres espèces, la présence de trous dans les haies, donc hedgerow gaps, est positive. Donc, au contraire, il ne faut pas que le réseau soit vraiment continu. Donc, ça nous a un peu étonnés. Ou alors, également, la hauteur des haies a une influence plutôt négative sur la richesse spécifique de chauves-souris. Donc, parce que peut-être que des haies trop hautes sont pas appréciées du coup. Enfin, voilà, c'est un résultat un peu atypique. Et encore plus atypique, donc c'est patch isolation, donc le fait que le corridor soit près ou loin de bois adjacents. Ben là, en fait, au contraire, plus il est loin, mieux c'est, donc pour la richesse spécifique en chauve-souris. Donc, résultat un peu contradictoire avec ce qu'on peut s'attendre sur les chauves-souris en Irlande. Voilà. Et ben, donc c'était tout pour les 4 cas. Donc, juste en conclusion de ce webinaire, donc, le résultat le plus fort, effectivement, c'est un peu décevant, hein, mais c'est un manque de connaissances. Il y a très peu d'études, finalement, qui mesurent l'efficacité des corridors pour les vertébrés terrestres en Europe. Ce qu'on constate, c'est que finalement, donc, on a 16 études sur 15 articles qui correspondent plutôt donc, du coup, à un peu un effet catalogue, parce qu'on a tellement de configurations possibles. Si on croise à la fois les espèces, le type de corridor auquel on s'intéresse, avec les 4 cas, finalement, on a presque un cas d'étude pour chaque croisement. Vous voyez, là, finalement, on a une seule étude sur les amphibiens, une seule étude sur les chauves-souris. On a plus d'études sur les oiseaux. Donc, notre première recommandation, c'est tout simplement d'inciter la recherche, finalement, à se pencher sérieusement sur cette question.
voilà, c'est un peu étonnant d'avoir cette recommandation-là, effectivement, vu le déploiement des green infrastructures à travers le monde, y compris en Europe. Mais voilà, c'est ça notre conclusion. En perspective, nous, on a soit ce bloc d'échelle paysagère large, donc vous vous souvenez les 267 articles qu'on a exclus, qu'on pourrait traiter et qu'on va sûrement traiter. Donc on va reprendre Hugo, notre vacataire, pour essayer de traiter ce bloc-là. On pourrait aussi imaginer traiter l'abondance comme autre mesure d'efficacité, puisque pour l'instant, on s'est penché que sur la richesse spécifique. Donc voilà, c'est d'autres pistes pour essayer d'élargir un peu plus quand même le corpus final et à voir si on confirme ou pas ce manque de connaissances, même si on élargit ou pas, quoi. Voilà, et ben, merci de votre attention. Je pense qu'on peut à nouveau reprendre des questions si vous avez des questions sur ces cas d'études ou si vous voulez qu'on rediscute plus largement des résultats. Oui, effectivement, si vous avez quelques questions, je pense que c'est le moment de profiter de la présence de Romain pour qu'il puisse y répondre. Donc, je vois que Olivier, tu voulais réagir. Je te laisse la parole. Donc, en fait, ici, si j'ai bien compris, on a pris l'hypothèse que la connectivité soutenait l'adaptation au changement climatique. Mais est-ce que vous avez vu des mentions spécifiques d'articles qui font le lien entre connectivité et adaptation au changement climatique? Oui, et c'est vrai, je n'ai pas du tout parlé de cet aspect, mais en fait, c'est encore pire, on va dire, si on inclut ce critère-là. Pour le coup, on n'a pas du tout de retour d'expérience de corridor qui aurait été fait dans le cadre du changement climatique et qui aurait montré une efficacité ou pas dans ce contexte. C'est un peu comme pour la translocation, où on voulait voir s'il y avait des retours d'expérience de translocation menés par rapport au changement climatique. Et finalement, on s'est plutôt tourné vers un recensement des expériences de translocation en général. Et on a peut-être quelques expériences simplement qui sont motivées par le changement climatique, mais c'est vraiment très, très, très marginal sur l'ensemble de la revue. Pour les corridors, c'est pareil. En fait, du coup, on s'est dit que c'était déjà intéressant de vérifier finalement l'efficacité des corridors indépendamment du changement climatique. Parce que de toute façon, on n'a pas ce recul pour espérer avoir des études dans la littérature qui vérifieraient l'efficacité d'un corridor par rapport au changement climatique. Ça nous paraissait de toute façon impossible et bon, ça confirme là dans les 15, c'est sûr qu'il n'y en a aucune qui est par rapport à ça. Du coup, Romain, il y a une question aussi dans le chat Oui, moi, je vois de plus le chat, Léa du coup. Huroy qui se demandait si vous aviez utilisé l'hétérogénéité paysagère, du moins sa configuration comme mesure de connectivité, parce que peut-être qu'il serait aussi intéressant d'intégrer les mesures de connectivité fondées sur des approches plus fonctionnelles comme les LCP circuits, intégrant parfois via les cartes de friction, d'une certaine façon, l'hétérogénéité de la matrice. Voilà, et elle te remercie pour une présentation enrichissante. Oui, alors l'hétérogénéité des habitats, même si on pourrait penser que ce n'est pas directement un corridor, mais nous, on l'a considéré comme un des 4 cas de corridor. Là, donc, c'était le C, je crois, dans la petite typologie qu'on s'est faite. Voilà. C'est le C. Donc, effectivement, le fait d'avoir une mosaïque d'habitat sur l'occupation du sol, pour nous, c'est un critère aussi de perméabilité, quelque part. Donc, on l'a considéré comme un corridor au sens large. Après, par contre, sur les mesures, là, je n'ai pas bien compris, mais nous, on n'a pris que des études de terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout gardé d'études, justement, qui sont basées sur les circuitscapes, etc., tous les outils de modélisation à partir de l'occupation du sol pour identifier des corridors ou autres. Là, c'est vraiment, est-ce que sur le terrain, quand on a de la mosaïque d'habitat ou quand on a un corridor visuel identifié, on a une richesse spécifique qui est mieux ou moins bien? Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la deuxième partie de la question, mais en tout cas, nous, on s'est vraiment basé que sur ça, quoi, sur des études de terrain. Du coup, vous m'entendez ou pas? Oui. Parce que du coup, je vais répondre comme ça, ce sera plus simple. En fait, du coup, donc pour la diversité des types d'occupation du sol, vous vous fondiez vraiment sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des mesures où ils font un buffer avec la richesse de type d'habitat, etc. C'est vraiment basé sur ce que les personnes ont vu sur le terrain? Oui. Alors après, pour expliquer l'hétérogénéité des habitats, là, j'avoue que je ne sais pas dans chaque publication comment ils l'ont mesuré. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est ce que le fait d'avoir, typiquement pour
je ne sais plus quelle étude j'ai présentée, où il regardait l'hétérogénéité des habitats autour des mares. Ben, en gros, voilà, il regarde la proportion. Est-ce que le fait d'avoir des proportions différentes de prairies, de boisements, etc. autour de la mare va influencer la richesse spécifique des amphibiens, par exemple, dans la mare? D'accord, ok. Mais du coup, parce qu'en fait, les approches, par exemple, patch isolation, en général, l'isolement est basé du coup sur la distance euclidienne entre tâches. Oui. Donc, en fait, justement, c'est pour ça que je parlais, du coup, désolée si je n'ai pas été claire dans ma question, mais en fait, il y a des approches, en fait, quand même, pour mesurer ces distances qui sont certes, qui sont basées sur de la modélisation, où on peut, en fait, selon, justement, ces proportions de prairies, autour des mares, etc., on peut en fait avoir la distance du chemin de moindre coût, donc qui est certes théorique, etc. Et du coup, c'est des mesures aussi qui sont utilisées et je me demandais si vous les aviez intégrées en fait, plutôt que justement ces patch isolation fondés sur de la distance euclidienne, si du coup il y avait eu par hasard dans ce que vous aviez trouvé des choses qui essayaient de faire de mesurer en tout cas l'isolement des tâches d'habitat de manière un peu plus fonctionnelle via les approches de la modélisation, mais qui corrélaient ensuite cela avec la richesse observée au sein des tâches d'habitat, donc par exemple des mares. Mais Alors, je n'ai peut-être pas. pas ce genre de cas en tête, c'est possible, il faudrait revoir parmi les 16 études, mais en tout cas, par exemple, là, sur l'étude que j'ai présentée à Artel, Oui, par rapport aux amphibiens, c'est juste, tu vois, eux, ils ont les deux métriques, par exemple, enfin les deux cas de corridor dans la même étude. Ils mesurent à la fois l'isolation de la mare. oui, Est-ce que la mare, elle est loin ou pas d'une forêt? oui, Est-ce bien que sûr. c'est moins une distance euclidienne? Et après, ils ont l'hétérogénéité de l'habitat autour de la mare. Et puis, ils ont même aussi la connectivité de la mare à la forêt. Parce que le fait qu'il y ait une haie qui relie la mare et la forêt, ça joue aussi. Donc, dans une même publication, on peut s'intéresser en fait à 3 paramètres. Là, en Oui, l'occurrence, exactement. la distance entre la mare et puis une forêt. On aurait pu prendre entre deux mares aussi. Bon, c'est pas ce que les auteurs Oui, ont fait. oui, bien sûr. Et puis après, la connexion, et puis après, l'hétérogénéité. Donc, ce que je me disais dans le cas où il y aurait eu des études justement qui utiliseraient soit la distance euclidienne, soit des distances un peu plus fonctionnelles, qui sont aussi appelées distances effectives, que du coup, on pouvait s'attendre potentiellement, plus on prend en compte en fait, plus on prend des mesures un peu fonctionnelles, de connectivité fonctionnelle finalement, si on reprend la nomenclature de Calabrese et tout ça, que du coup, en fait, on s'attend du coup à une réponse en fait de la richesse et à une validité, entre guillemets, du corridor qui soit plus importante que basée sur de l'approche complètement structurelle, présence d'un Ouais. corridor ou pas présence ou distance euclidienne, quoi. C'était juste pour ça, mais c'est... Ouais, Voilà. nous, on a vraiment eu une approche un peu bête et méchante, structurelle, quoi. Est-ce que le fait que la Oui, mare oui, est non, mais... de la forêt, mais je pense que si on avait eu des articles qui avaient des façons de mesurer la distance plus fonctionnelles, on les aurait gardés, parce que pour moi, ça rentre quand même dans notre sujet, mais du coup, je pense qu'on n'en a pas Ouais, eu. c'est assez rare, en fait. Donc, j'imagine que vu déjà le nombre assez faible d'études que vous Ouais, avez voilà, c'est ça. obtenues, ce qui est pas surprenant... Enfin, moi, ce qui me surprend assez peu, hein, Ah oui. parce que... Enfin, en fait, moi, j'ai un peu l'impression qu'on a un peu promu, en fait, de faire des corridors, etc., de façon importante avant même, en fait, que la recherche... Oui. J'ai plutôt l'impression que c'est ce développement des corridors et tout ça qui a été un peu lancé, par exemple, en France avec les lois Grenelle. Et ensuite, on s'est dit, oh, on va s'intéresser finalement à savoir si oui ou non ça marche, plutôt que l'inverse en fait. Et donc, je pense que c'est un champ complètement, enfin, comme vous l'avez dit, à développer et justement à tester cette fonctionnalité, parce que finalement, on essaye de mettre en place des mesures, mais en fait, on ne sait pas si ça marche. Et il y a quand même des études qui montrent qu'il peut avoir des effets négatifs. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. Mais du coup, voilà, donc je trouve ça super bien en tout cas de montrer que finalement, il y a un nombre assez faible d'études qu'on ne sait pas. Oui. Voilà, on se base sur le fait que c'est bien, mais c'est finalement peu testé et du coup qu'il faut promouvoir ce type d'études. Donc, merci pour le message en tout cas. En fait, on peut aussi regarder le verre dans l'autre sens, et il y a pas mal d'études qui montrent par contre l'effet de la fragmentation, l'effet des routes, etc., sur le brassage génétique ou autre. Donc, c'est quand même, je pense, surtout ça qui est à la base à motiver la TDB, plus que des études qui montrent l'efficacité des corridors. En fait, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, même si c'est globalement le même sujet. Oui. Merci en tout cas. Merci.
Du coup, il y avait une autre question dans le chat de Jessica Munier qui demandait pourquoi ne pas également inclure des études qui analysent l'utilisation de l'espace par les espèces avec des données de type GPS. On aurait pu, en fait, l'idée c'était qu'au départ, on espérait faire une méta-analyse, donc du coup, pour nous, la variable richesse spécifique, ça nous paraît être le truc le plus facile. Faire des méta-analyses par rapport à des données télémétriques ou GPS, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que du coup, on n'a pas gardé ces études pour l'instant, mais elles sont de côté, elles sont pas perdues. Donc là, on s'est concentré sur un seul outcome qui est la richesse spécifique. Mais il n'y en a pas non plus des millions pareils. C'est pas... Et du coup, il y avait aussi un intérêt pour avoir, si tu pouvais fournir la liste des articles qui avaient été écartés à cause du fait qu'ils étaient sur une grande échelle, et aussi la liste des 15 articles qui ont été retenus là pour l'étude. Je pense qu'on pourra mettre ça à disposition sur la plateforme. En fait, on est encore en train de finaliser l'article, donc pour l'instant, on ne diffuse pas trop le résultat, mais de toute façon, l'article après sera disponible avec la liste des 15 articles, il n'y a pas de souci. Et sur les 267, on va les traiter, en fait, on va le faire. D'accord. Voilà. Une autre question aussi de Laurent Latulière qui demande s'il existe des articles qui analysent les effets contradictoires d'un même objet de corridor, comme par exemple une haie, selon différents groupes taxonomiques, donc par exemple les espèces forestières versus des espèces de prairies. Alors là, dans les 15 articles, on n'a aucun article qui porte sur plusieurs groupes biologiques en même temps, à ma connaissance, en tout cas parmi les vertébrés. Il y a peut-être des articles qui parlent en plus aussi d'invertébrés, mais... Donc, on n'a pas forcément là, de résultats justement croisés. Par contre, il y a le dernier article que j'ai présenté, c'est au sein même des chauves-souris, on a justement des résultats contradictoires sur justement le relevé visiblement. Pour certaines espèces, le fait d'avoir ces éléments linéaires dans le paysage, c'est plutôt favorable, et pour d'autres, ça peut représenter un critère plutôt négatif. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser une question à poser? Il y a Iris qui te demande ce que tu penses des effets de corridor sur la banalisation possible des espèces. La connectivité peut-elle être une menace pour les espèces endémiques, par exemple? C'est-à-dire, par exemple, en permettant le déplacement d'espèces invasives ou autres? Ouais, je suppose, je sais pas, je pense. Je peux prendre la parole directement. Oui, Ouais. bah oui. Ouais, non, c'est une question par rapport à sur certaines aires protégées où on va potentiellement avoir finalement des évolutions génétiques vers de la différenciation, vers de l'endémisme. Est-ce que trop de connectivité peut alors peut-être menacer certaines espèces tout simplement en ayant plus de concurrence, hein, pas forcément juste des espèces envahissantes? Ben, c'est sûr que la fragmentation, à la base, c'est aussi un critère, enfin, un facteur de la spéciation. Après, ça se passe sur les temps géologiques très longs. Mais c'est vrai que ben, voilà, les montagnes, la séparation en continents, tout ça, ça a été des moteurs de création de nouvelles espèces. Après, je pense que sur un territoire comme une réserve, c'est pas forcément... enfin, je sais pas, je connais pas votre cas particulier. Peut-être que vous avez des espèces qui sont en cours de spéciation, voilà, de différenciation génétique grâce à la présence de barrières, entre guillemets. Donc là, peut-être que c'est des cas particuliers qu'il faut préserver tel quel, mais ça me paraît être quand même assez rare, et surtout à nos échelles de temps à nous. Mais... Merci. On a encore le temps pour une ou deux questions, je pense, s'il y en a. Je pense que tout le monde a eu les réponses à ces questions, du coup. Je te propose d'arrêter le partage d'écran, Romain. Ok. Et puis, du coup, si vraiment...
Puis si c'est OK pour tout le monde, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Donc du coup, merci beaucoup à Romain pour cette présentation qui était très, très intéressante et très enrichissante sur cette thématique. Merci à vous tous pour cette participation et du coup des questions très pertinentes sur le sujet. Donc, on vous invite à continuer tous ces échanges via la plateforme. Donc, sur le groupe des webinaires, vous pourrez retrouver donc, également le diaporama et l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, dès que possible, on mettra également l'article de Romain et de Joseph. Vous pouvez également vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la plateforme, à la newsletter du projet également. Donc, je pense qu'on va remettre les liens rapidement dans le chat. Et on vous donne également rendez-vous donc pour le prochain webinaire sur la translocation, le jeudi 1er avril à 11h. Voilà, donc merci à tous et puis à bientôt.